Merci d'être resté avec nous. La soirée se poursuit et après ce documentaire particulièrement fort, particulièrement touchant, eh bien, je vous présente les invités avec lesquels on va poursuivre la discussion. Bonsoir Lolita Leguet. Bonsoir. Vous êtes médecin pédiatre légiste dans cette unité qu'on vient de découvrir très longuement ici à Orléans. Merci beaucoup d'être avec nous. Avec nous en visio, Agnès Ginte-Ducrot à la tête de l'ONPE, ONPE pour Observatoire National de la Protection de l'Enfance. Merci aussi à vous d'être à nos côtés. Bonsoir Catherine Valentino. Vous êtes psychologue et psychanalyste à la Maison de l'Enfance d'Orléans. On en reparlera tout à l'heure. C'est une structure d'accueil d'urgence, en quelque sorte, de ces enfants qu'on éloigne donc plus ou moins temporairement de leur famille. Enfin, Martine Brousse est avec nous en visio également, présidente de la Voix de l'Enfant. Bonsoir. La Voix de l'Enfant, c'est une fédération de 80 associations, précisons qu'on fête cette année les 40 ans de la Voix de l'Enfant. Donc, bon anniversaire à vous. Et merci d'être là aussi. Première question, elle est pour vous, docteur Leguet. Qu'est-ce que ça fait de voir son unité décryptée comme ça dans un documentaire ? Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous ? Alors, je l'ai trouvé, ça représente notre réalité, sous une certaine forme. Enfin, toutes les situations qui ont été présentées sont justes, sont vraies, se sont vraiment passées. C'est des situations qu'on vit tous les jours, je ne sais pas, mais en tout cas, toutes les semaines. C'est une part de la réalité dans le sens où on a quand même des situations, là, c'est des situations très graves qui sont présentées. On a aussi des situations un peu moins graves, qui nous permettent de tenir aussi, parce que si on n'avait que des situations comme ça, c'est un peu la question qu'on se pose effectivement quand on voit ce documentaire, on se dit waouh, ça au quotidien compliqué. Donc effectivement, il y a parfois des situations moins graves. Et aussi, on a aussi beaucoup de situations où en fait les parents sont là auprès de leurs enfants pour la protection de leur enfant. Ils l'accompagnent dans la procédure, ils l'accompagnent à l'unité. Ils sont là, alors pas au moment de l'examen ou au moment des auditions, mais ils sont là dans la salle d'attente avec leur enfant. Ils le contiennent entre chaque étape avec un câlin, des paroles réconfortantes, et ils repartent ensemble de l'unité. Tout dépend de la situation qui a fait que l'enfant a été amené à venir dans notre unité. Alors, on appelle ça unité d'accueil des jeunes victimes, mais aussi unité médico-judiciaire. Alors, c'est quoi la différence ? C'est quoi le vrai bon nom, en fait ? Les deux noms sont bons. Ça a d'abord été une unité d'accueil des jeunes victimes, créée en 2008. Ouais. Puis, en fait, en 2011, ça est devenu unité d'accueil des jeunes victimes et UMJ, unité médico-judiciaire, parce que la justice, le ministère de la Justice a permis de créer cette entité-là. Là, dans la pratique, l'unité d'accueil des jeunes victimes, on reçoit des enfants adressés par, entre guillemets, du tout venant, des médecins traitants, des professionnels libéraux, des parents parfois par eux-mêmes qui ont entendu parler de notre unité. Et l'unité médico-judiciaire, c'est les enfants qui nous sont adressés par la justice, donc par gendarmerie, commissariat, donc sur réquisition de la justice. D'accord. Vous l'avez mentionné, l'histoire, elle commence en 2008. C'est le docteur Tisseron, avec un autre pédiatre, c'est ça, qui démarre cette unité. Docteur Bentata, c'est ça. Pourquoi ? Vous savez pourquoi elle a démarré ? J'imagine que vous en avez forcément parlé avec elle. Oui. Ça a été une volonté d'avoir un cadre contenant pour l'enfant. Donc, un lieu où il s'y sent bien, donc au sein de la pédiatrie, avec des professionnels qui sont habitués à l'enfant. Donc, au départ, c'était des pédiatres, des psychologues, des infirmières qui étaient les infirmières du service de pédiatrie, les pédiatres du service de pédiatrie, et les psychologues du service de pédiatrie qui se détachaient pour s'occuper des enfants à ce moment-là. Donc, c'était une équipe pluridisciplinaire, donc un regard collectif pour échanger, et puis au sein d'une unité où ils se sentent en sécurité, plus que d'aller dans un commissariat, dans une gendarmerie. C'était vraiment cette volonté, protection et unité, éviter de répéter, dans le même temps pouvoir rencontrer le médecin, la psychologue, le gendarme pour l'audition, le policier. Éviter le surtraumatisme. Éviter de répéter,
Vous qui êtes psychologue, psychanalyste, Catherine Valentino, vous portez quel regard sur ce type d'unité? Est-ce que c'est précieux? Est-ce que c'était indispensable également pour pouvoir protéger l'enfant et l'écouter correctement? Qu'on crée des unités spéciales comme ça? Bah oui, bien entendu. Je suis tout à fait pour, par rapport à la souffrance de l'enfant. Il me semble qu'une unité pareille, qu'elle existe, c'est plus qu'important. Et par rapport au fait que les personnes qui ont connaissance de la souffrance de l'enfant, c'est important qu'elles puissent savoir à qui s'adresser. Et justement, aujourd'hui, votre unité, elle est très connue, on va en reparler. En tout cas, tous les acteurs, on va dire, du monde de l'enfance la connaissent. À commencer par Martine Brousse, j'imagine qu'elle la connaît très très bien, votre unité. Et puis que vous en connaissez plein d'autres, parce que quand même, la voix de l'enfant, elle a fait beaucoup pour que ce type d'unité-là existe. Oui, tout à fait. D'abord, merci de m'avoir invité et je voudrais dire combien ce reportage ce documentaire plus exactement, va être important pour sensibiliser l'opinion publique, mais aussi pour beaucoup de professionnels. Ouais. Parce que, comme vos invités l'ont dit, que ce soit le docteur Leguet ou Madame Valentino, c'est la réalité. Ces mots, MOTS pour mots, MAUX, la souffrance des enfants. C'est eux qui disent leur souffrance. Et en même temps, ce qui est incroyable dans ce documentaire, c'est que après, ils redeviennent des enfants. C'est-à-dire que ce traumatisme, cette souffrance qu'ils portent, une fois qu'ils ont pu la déposer, eh bien, on les voit, ils chantent, ils vont voir les clowns, ils repartent en dansant. C'est ce que nous avons recherché. Nous avons recherché avec notre porte-parole Carole Bouquet, à l'époque avec Madame Elisabeth Guigou, qui était garde des Sceaux, qui nous a fait confiance. Nous avons pu créer les premières salles d'audition pour recueillir cette parole, puisque on ne donnait pas crédit à la parole de l'enfant. Aujourd'hui encore, c'est difficile. Nous l'avons vu dans tous les débats au début de l'année sur les révélations de violences sexuelles notamment. Et ces salles, ces lieux d'audition, mais elles n'ont de sens aussi que parce que le personnel y est formé. Ouais. Voilà. Ce ne sont pas des personnes nommées comme ça. Ce sont des personnes qui sont volontaires, qui se forment, qui ont cette volonté de travailler en pluridisciplinarité. Je connais bien le docteur Leguet, toute l'équipe d'Orléans. C'est une équipe en plus qui est inventive, qui cherche sans cesse ce qui va pouvoir permettre à l'enfant de bien se sentir malgré cette souffrance qu'il porte. C'est un véritable accompagnement qui accompagne aussi les enquêteurs et après tout le circuit, tout ce qu'on appelle le parcours de l'enfant. Vous qui avez, je dirais, une vue d'ensemble, ces unités, il y en a une soixantaine, il me semble, en France. Tout à fait. On continue de les développer aujourd'hui. On se dit, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Vous continuez d'accompagner ces développements, justement ? Bien écoutez, ce qui est formidable, c'est que le secrétaire d'État, M. Adrien Taquet, a mis le déploiement des unités d'accueil pédiatriques enfants en danger, comme celle d'Orléans, comme celle de Nantes, comme celle de Niort, comme celle... Voilà, il y en a 66, comme vous l'avez dit, dans son plan d'action. Et aujourd'hui, à la fin de l'année, nous allons en ouvrir à peu près une quinzaine de nouveaux. Et nous avons... Le programme se déploie. Ce matin, avant cette soirée, j'étais en visioconférence avec 2 projets d'unité. Et nous les accompagnons, mais ce qui est le plus important, nous, la Voix de l'enfant, nous sommes un facilitateur. Ce qui se transmet le mieux, c'est la pratique des professionnels. Ouais. Et l'équipe du docteur Tisseron avec le docteur Leguet, cette équipe fait partie de ceux qui viennent partager leurs bonnes pratiques. Il faut partager ces bonnes pratiques. C'est important, parce que souvent, et vous faites un travail formidable, les médias, nous avons besoin de vous. Il faut montrer ce qui ne va pas, mais il faut aussi montrer ce qui fonctionne. Et si nous montrons, et ce documentaire avec cette équipe qui travaille en pluridisciplinarité, qui est pionnière dans bien des domaines, eh bien, ça permet de transmettre à d'autres qui se posent des questions, qui se découragent parfois de penser qu'on ne peut rien faire. Eh bien oui, la Voix de l'enfant leur dit, aujourd'hui, vous pouvez, dans votre juridiction, dans votre brigade, faire ce travail, et autour du procureur, autour de l'hôpital, autour de la pédiatrie,
N'oublions pas que ce sont des enfants et qu'il faut ouvrir ces unités en pédiatrie. C'est plein de gens autour de vous. On voit beaucoup le docteur Tisseron dans le documentaire. On voit des infirmières aussi, mais il y a des psychologues, des assistantes sociales. Tous ces acteurs-là, ça y est, ici, c'est acté. À Orléans, tout le monde a bien compris que travailler en bonne intelligence comme ça, tous ensemble, ça marchait, ça faisait avancer les choses. Il n'y a plus besoin de faire vos preuves, en quelque sorte. Non, je pense que là, c'est bon. On a montré que ça marchait. Et c'est ce qui plaît aussi... pour que des gens viennent travailler dans notre unité. C'est de se dire que ça fonctionne et que ça permet d'avoir une équipe qui grossit petit à petit au fur et à mesure des possibilités, voilà, des recrutements, des financements. Et c'est possible, ça avance, on arrive à faire grossir l'équipe petit pas après petit pas. Et puis avec des temps qui peuvent être longs entre chaque avancée, mais on a des projets. Vous avancez petit à petit. Et donc, dans ce que dit Martine Brousse, le partage d'expérience, il est très important. Ça permet de former les autres, d'échanger, de monter en compétences aussi. Mm-hmm. Vous avez aussi le temps pour ça ? On le prend. D'accord. On le prend. Les journées peuvent être longues. Oui, je veux bien vous croire. Oui. Donc, après, on adapte les emplois du temps pour avoir parfois des demi-journées où effectivement, on va se former, on va former des journées complètes. Ça dépend. On essaye de faire que l'unité est jamais dépouillée. Donc, il y en a qui vont y aller, d'autres qui vont rester pour qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit disponible. Oui, on est d'accord que ce n'est pas un travail qui s'arrête à 17h, on ferme la porte de l'unité, on rentre chez soi et ça y est, la journée est terminée. Non. Il y a des horaires pour le secrétariat. Après, comme on fonctionne avec le service de pédiatrie, on est on est à l'hôpital d'Orléans, on est accolé au service de pédiatrie, accolé aux urgences pédiatriques, où il y a des gens 24 heures sur 24 et un service d'hospitalisation et des urgences. Ça permet que s'il y a une situation qui arrive en dehors de ces horaires-là, d'être prise en charge. En fait, l'urgence, c'est de protéger l'enfant. Donc, il y a le service d'urgence qui va évaluer, hospitalisation, l'examen médical, il peut être temporisé au lendemain matin, le temps que le docteur Tisseron, moi-même, nous arrivions. On est joignable très, très facilement quand on n'est pas sur place, si nos collègues ont le moindre doute. Je disais, maintenant vous êtes devenu un acteur incontournable. Dès qu'on parle de violence envers les enfants, on se tourne vers vous. Vous êtes du coup presque victime de votre succès. Le nombre de réquisitions et de consultations augmente chaque année. Oui. C'est bon signe, on va dire. Ça veut dire qu'on sait trouver les bons interlocuteurs. Maintenant, vous le vivez comment ? Ça nous interroge. Enfin, c'est vrai qu'au départ, c'était on repère mieux les situations, on est connu, on nous adresse les enfants. Après, là, effectivement, on a un bond en début 2021. Alors, l'année 2020 a été particulière avec le confinement. On va reparler de ça tout à l'heure, mais on a des situations. On a beaucoup d'enfants qui reviennent, en fait. C'est ça qui nous interroge aussi. C'est des enfants qui sont déjà passés à l'unité médico-judiciaire il y a quelques années et qui reviennent une deuxième fois, une troisième fois. Et ça, c'est vrai qu'on le voit de plus en plus et ça nous interroge. Enfin, il va falloir qu'on... Catherine Valentino, vous vous situez pas tout à fait dans le même temps d'accueil et d'écoute que cette unité finalement, mais est-ce que vous dites le fait que les enfants passent par cette unité, rencontrent des pédiatres, rencontrent des gens qui sont spécialisés envers eux, est-ce que quand ensuite ils arrivent chez vous, vous avez le sentiment que la prise en charge était bonne et qu'on a réussi qu'ils arrivent dans un moins mauvais état, on va dire, que ce que vous auriez pu penser ? Alors il y a 2 points. Le point important, c'est que à partir du moment où ils arrivent dans cette unité, il y a forcément une enquête de police. Et du coup, pour le psychologue, c'est beaucoup plus aisé de permettre à l'enfant de parler plus librement. D'accord. Parce que sans quoi, on doit faire attention, on ne peut pas trop questionner, sans quoi on tourne autour d'une enquête. D'accord. Il y a là un positionnement professionnel à avoir en fonction de s'il est passé par l'unité et qu'il a été interrogé par la police ou pas. Parce que, par exemple, il m'arrive d'avoir à faire des signalements d'enfants qui me dénoncent des faits à caractère sexuel. Dans ce cas-là, je fais ce qu'on appelle un signalement, un écrit. Mais là, il doit être très, très rigoureux. C'est-à-dire que je recueille la parole de l'enfant et puis après, je l'adresse. Ça va par
la voie de l'information préoccupante et de la CRIP du département, et après ils décident de l'envoi au procureur. Mais voilà, il y a ces deux volets-là qui sont importants, mais je trouve très, très important qu'ils passent par l'unité. Voilà, après, c'est deux positions différentes qu'il faut prendre en compte. Et quel est votre rôle à vous quand vous recueillez ces enfants, vous, dans votre foyer? Vous êtes là pour quoi? Puisque si finalement ils ont déjà été entendus par la police, qu'est-ce qu'ils vont venir vous... En qualité de psychologue? Oui, oui. Alors, moi, je respecte tout à fait le tempo de l'enfant. Il y a des enfants qui spontanément vont venir et vont me raconter. Tu sais, je suis allée, pardon, j'ai vu des docteurs, et ci et ça. Je laisse parler. Et puis il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus dans le refoulement, c'est-à-dire ils vont vouloir oublier. Moi, mon travail, de toute façon, c'est d'aider l'enfant à parler en fonction des symptômes qu'il va présenter. Ils ont parfois tous les troubles associés, scolaires, troubles du sommeil, troubles alimentaires, troubles de la conduite, agressivité, violence, voire répétition des mêmes actes qu'on leur a fait vivre sur d'autres enfants, même sous forme de jeu ou de tentative. Donc il faut faire très attention. Un enfant, il parle tout le temps quand il arrive chez vous? Non. Là, la réponse est claire, non. Ouais. Alors, des fois, oui, des fois facilement, des fois très facilement. Il lâche tout dans la salle d'attente. Ouais. Et puis, des fois, il y a besoin de beaucoup de réassurance. Et des fois, on a même on n'a rien. Il y en a qui ne veulent pas parler du tout. Il y en a, on sent qu'il y a quelque chose à dire, mais ils ne veulent pas. Alors ça, on le retranscrit quand même. Hein. On fait part aussi de nos impressions. Oui, et la pluridisciplinarité, elle est importante aussi pour ça, parce que finalement, vous allez chacun dans votre domaine d'expertise déceler des choses différentes. C'est ça? C'est que l'enfant qui n'a pas parlé pendant une audition, par exemple, il va quand même aller voir le médecin et la psychologue derrière. Avec le médecin, on va quand même l'examiner, donc en passant par le corps, par des lésions concrètes, des éléments concrets. Ça, c'est quoi? Explique-moi comment ce bleu est apparu. Il y a des choses qui vont être dites à ce moment-là. Ouais. Et puis après, l'entretien avec la psychologue, qui est très important, où en passant par des discussions, du matériel, des fois des dessins, des situations... de mise en scène par des petits... Le chien. Le chien, oui. Le chien. Ah, c'est quoi le chien? On n'a pas de chien chez nous. C'est quoi le chien? Martine Brousse nous envoie là-dessus. De quoi s'agit-il? Une peluche? Le chien. Non, un vrai chien. Ah, bah oui, oui. C'est vrai, on utilise aussi ça. On a, depuis peu de temps, on a effectivement des auditions qui se font en présence d'un chien qui vient de Andy Chien, l'association Andy Chien. D'accord. Donc c'est un chien qui assiste à l'audition, qui est donc auprès de l'enfant pendant l'audition et qui apaise l'enfant. L'enfant peut être amené à le caresser et ça libère la parole. L'enfant se sent apaisé et donc permet de... D'accord. Ça permet d'avoir des... C'est pour ça qu'elle disait que vous êtes pionnier sur pas mal de choses, que vous innovez, etc. Oui, c'est ça que vous sous-entendiez finalement, Martine Brousse. Il y a les clowns. Il y a les clowns, oui, c'est vrai qu'on les voit. On les voit également dans l'émission, documentaire, c'est vrai. vrai. Donc les clowns, ils interviennent dans la salle d'attente, ils interviennent jamais pendant l'audition, jamais pendant les examens ni les entretiens psychologiques, mais ils permettent de dédramatiser, d'apporter une petite bulle d'oxygène. Je crois que c'est comme ça que c'est présenté. Enfin, voilà, avant l'audition. Donc on a tout ça pour essayer d'avoir le maximum de propos recueillis dans des bonnes conditions où l'enfant se sent suffisamment en sécurité pour dire tout ce qu'il a à dire. Alors, on a parlé de l'importance de partager vos expériences. On a parlé de l'importance aussi d'être formé sur ce public spécifique. Vous avez mis combien de temps? Ça se trouve, dans votre tête, vous êtes peut-être encore en formation. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. On sera en formation toujours. Ouais. On a toujours des situations où on se dit qu'on a vu, j'ai vu, c'était le pire. Ben non, c'est toujours pire. Et puis on a toujours des choses qui nous interrogent, où on ne comprend pas tout à fait ce qui s'est passé, un type de lésion avec des propos qui sont rapportés, mais on n'arrive pas à les relier ensemble.
On échange, c'est l'intérêt, on est deux médecins, les psychologues, elles sont aussi plusieurs. Ça permet d'échanger sur les situations, de prendre un autre avis. S'il y a besoin de prendre des autres avis dans d'autres services, on le fait aussi. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que vous me disiez également quand on a préparé l'émission. Vous me disiez, moi, j'ai une bonne vingtaine d'années d'expérience, et c'est cette expérience 30. Et c'est cette expérience-là qui vous permet aussi de déceler des choses. Alors oui, quand on dit qu'il faut être formé, c'est vrai, il faut déjà être formé sur soi par rapport à s'écouter soi. C'est-à-dire, moi, j'ai fait un travail de psychanalyse très long pour déjà m'entendre. Et ensuite, effectivement, la parole de l'enfant est une écoute un peu particulière. C'est pas tout à fait comme l'adulte. Et avec le temps, avec une écoute assez affinée, on peut à peu près discerner dans ce qu'il dit, on recueille ce qu'il veut vraiment nous dire. Mais comme le dit Madame, c'est une formation permanente. Ouais. Elle n'a pas de fin. Ouais. Parce que d'abord nous évoluons, mais les enfants évoluent, la société évolue, ouais. Le droit, les lois évoluent, donc forcément, on est obligé de s'inscrire. Et puis de toute façon, on se questionne. Ouais. Il faut qu'on soit à la page des réseaux sociaux, de tout ça. À fait. Ça change tout le temps. Et tout c'est vrai que les enfants, les ados, les utilisant beaucoup, quand ils nous parlent de tout ça, il faut qu'on soit un peu au courant de... Ah oui, on voit des choses sur les réseaux sociaux absolument violentes. J'y vais beaucoup, justement, pour entendre l'évolution sociale. Et vous nourrir de tout ça aussi Ah ben oui, j'entends, enfin, je lis l'évolution des discours, parfois très, très inquiétante. Alors, vous parliez effectivement de ce temps important pour appréhender ce public-là, les enfants, et l'importance de se former. Je vous propose de regarder ce reportage qu'on a retrouvé dans nos archives. Il nous emmène du côté d'Évreux, et c'est La Voix de l'enfant, encore eux, qui propose justement des formations auprès des professionnels pour savoir entendre la parole de l'enfant, l'écouter et savoir aussi dialoguer avec l'enfant. Regardez. Au rez-de-chaussée de l'hôpital d'Évreux, rien ne signale ce qui se passe derrière cette porte verte. Aujourd'hui, une fillette de 4 ans va être interrogée par les gendarmes. Est-ce que tu peux regarder les personnages ? Elle a l'air comment ? Avant tout, la psychologue de l'hôpital vérifie que l'enfant a la capacité de répondre aux enquêteurs. On est bien loin de l'atmosphère d'une brigade de gendarmerie. La gendarme veut entendre la fillette pour une suspicion d'agression sexuelle. On va discuter toutes les deux et après, on va dessiner le... Derrière une vitre sans teint, la psychologue assiste à l'entretien. Donc, tu sais, mon travail, c'est de parler aux enfants, d'accord ? Des choses qui leur sont arrivées. Dimanche, papa, il est venu te chercher chez maman. Tu lui as dit quelque chose. Qu'est-ce que tu lui as dit ? J'ai dit, la soirée, elle est partie. Après plusieurs questions sans résultat, l'enquêtrice devient plus directe. Tu as dit à papa, dimanche, que il a mis ta nénette dans sa bouche. Et il voulait embêter la nénette de moi. D'accord. Moi, j'ai besoin de savoir tout ça. Explique-moi ce moment-là. J'ai pas envie. T'as pas envie de m'expliquer ? Ce style de révélation, pour moi, ça colle. Ça peut être caractéristique d'une enfant de son âge. Mais au niveau de l'enquête, s'il n'y a pas plus de billes que ça, je comprends que ça va être compliqué. Parce que là, elle en parle. Mais elle en parle une fois que l'enquêtrice lui en a parlé. Jusqu'où peut-on aller dans l'audition d'un mineur ? Cela s'apprend. L'association La Voix de l'enfant multiplie les sessions de formation comme celle-ci. Suggérer, ça serait de dire, est-ce que quelqu'un t'a touché le sexe ? Moi, je dis, est-ce que quelqu'un t'a fait quelque chose que tu n'as pas aimé ? On utilise le moins d'informations possibles qui ne provient pas de l'enfant. Certes, il faut faire parler l'enfant, mais sans l'influencer. Tout va reposer pratiquement sur cette audition. L'audition est une pièce maîtresse de l'acte judiciaire, voire du procès. Et donc, il faut que le discours de l'enfant puisse pas être mis en cause. La Normandie compte 7 unités spécialisées comme celle-ci. Une exception en France, où certaines régions n'organisent aucune formation d'enquêteurs. Eh ben, on va aller voir Martine Brousse, je suis sûre qu'elle a une réaction sur ce sujet. Est-ce que depuis, c'est un sujet de 2019, peut-être que depuis les choses ont évolué et que depuis vous avez intensifié toutes ces formations. J'imagine que c'est absolument indispensable aussi.
C'est extraordinaire parce que en écoutant l'enquêterie, je me suis dit c'est pas possible, ça date d'il y a 20 ans. Et non. Et en fait non, comme vous dites, c'était Oui, 2019 et c'est que ça. malheureusement, ça existe encore et énormément, car la voix de l'enfant est partie civile dans plus de 60 procédures. Et je peux vous assurer que quand nous lisons les auditions des enfants et Oui. qu'on voit les questions, hein, où on parle tout de suite de sexe, c'est-à-dire qu'on met des mots d'adultes dans la bouche des enfants, alors qu'il faut les laisser, comme dit Mireille Cyr avec le protocole Nietzsche, il faut vraiment les laisser dérouler, et comme le disait si bien Madame Valentino aussi, hein, c'est l'enfant qui doit raconter, et l'adulte qui doit être là juste pour écouter, recueillir, et peut-être parfois faire préciser des choses, Oui. mais c'est surtout le travail de Madame Valentino, des psychologues, mais il faut vraiment que la formation, mais au-delà de la formation, et je rejoins ce que disent vos invités, c'est important la formation. Mais s'il n'y a pas la pratique, Oui. il n'y a pas d'expérience. Et s'il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas d'expertise. Il faut vraiment qu'il y a la formation. Moi, je vois passer trop de gens qui disent avoir fait des formations, mais après, ils n'ont pas de pratique. Et quand ils sont nommés quelque part, ils arrivent et ils pensent, bon, il faut et que cette pratique, presque, soit pendant un temps accompagnée par des personnes qui ont l'expérience de celle d'Orléans. Ou d'Évreux avec Valérie Gall, hein, avec qui on travaille, puisqu'elle est avec nous, Nantes, Saint-Malo, Versailles et autres. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, Martine Brousse, qu'on a avancé pour comprendre ces enfants, pour les écouter, mais qu'on n'a fait qu'un petit bout du chemin? Parce que finalement, en regardant, ça ne date pas d'il y a si longtemps que ça, la prise en compte des droits de l'enfant, l'écoute de leurs paroles et surtout le fait de les croire. C'est encore un sujet un peu délicat, non ? Alors c'est très délicat. Nous disons toujours à la voix de l'enfant, pourquoi nous sommes allés en pédiatrie ? Parce que nous sommes partis du principe que l'enfant, il disait sa souffrance. Or, sa souffrance, c'est sa vérité. Mais sa vérité n'est pas forcément la vérité judiciaire. Et c'est vrai, et là je pense que Agnès Ducrot pourra aussi répondre, parce qu'il y a tout un travail qui est fait avec l'ONPE, la voix de l'enfant travaille et relance justement des travaux pour mettre en valeur ces bonnes pratiques, ces formations, mais ces formations, c'est un va-et-vient. Il y a la formation, mais il faut la pratique. Et la pratique ne suffira pas s'il n'y a pas d'évaluation. Il faut savoir ce qui va pas pour l'enfant. Et puis, il faut toujours se rappeler que, et ça a été dit précédemment, que chaque enfant est unique, chaque histoire est unique, chaque violence, chaque souffrance est unique. Et donc, il va falloir aussi avoir cette souplesse, cette adaptabilité par rapport à l'enfant. Et puis aussi, ne pas avoir peur de douter. D'où la nécessité d'un travail pluridisciplinaire. Justement, on va aller retrouver Agnès Ducrot parce qu'effectivement, elle a certainement beaucoup de choses à dire sur ces sujets. Vous, avec l'Observatoire, quelle aide vous apportez ? Quelle est votre petite pierre que vous amenez à l'édifice pour qu'on prenne mieux en compte l'enfant et qu'on le protège mieux ? Alors, l'observatoire, son rôle, c'est vraiment d'améliorer la connaissance pour la mettre au service des pratiques. Voilà. Donc, notre travail, c'est vraiment de mettre en cohérence les connaissances qu'on a autour de la protection de l'enfance. Et je pense que vous avez vraiment tout ce qu'on vient d'entendre et tout ce qui vient d'être dit montre bien l'extrême complexité de ce que sont les maltraitances envers les enfants, et puis ce qu'est aussi la protection de l'enfance. C'est pas tout à fait la même chose, on peut pas le complètement fusionner les deux termes, mais bon, là je rentrerai dans des choses peut-être un peu trop compliquées, mais on a vraiment besoin de pouvoir accompagner les pratiques de telle manière qu'elles soient étayées sur de la connaissance. Et il y a des grands principes, et moi je trouve d'ailleurs dans ce reportage il y a des choses extrêmement exemplaires qui sont montrées. Il y a des grands principes de travail qui sont absolument nécessaires, comme par exemple la pluridisciplinarité, dont on a déjà parlé. Voilà, c'est vraiment, ce sont des processus extrêmement complexes, vis-à-vis desquels il y a beaucoup de doutes quand on travaille, qui sont extrêmement difficiles à supporter aussi pour les professionnels. Et c'est vrai que dans ce film documentaire, on voit comment toutes ces personnes débattent, amènent le doute, se posent des questions, échangent, et ça c'est absolument... Alors c'est difficile à faire parce que parfois ça crée le doute, et le doute n'est pas toujours facile
facile, mais en même temps, c'est absolument nécessaire pour accompagner l'enfant. Et puis, c'est aussi un travail extrêmement important que de pouvoir... Il y a eu un très gros travail qui a été fait après la loi de 2016 sur c'est quoi les besoins fondamentaux de l'enfant. Oui. Donc, il y a une démarche de consensus, c'est-à-dire une démarche scientifique qui a été mise en place pour définir les besoins fondamentaux de l'enfant. Ouais. Et maintenant, ces besoins fondamentaux sont bien définis, dirais-je, d'un point de vue conceptuel sur le papier, etc. C'est comment ça se transforme de telle manière que ça permet d'accompagner les pratiques et comment les pratiques peuvent s'appuyer dessus et comment ça se transforme d'un point de vue clinique, je dirais. Voilà. Donc, le rôle de l'observatoire est très important sur ces questions-là. Et alors, le rôle de l'observatoire, il est aussi d'essayer de comprendre quelles formes multiples revêt la maltraitance. Alors, il y en a des tonnes et des tonnes. Vous allez me dire, est-ce que vous avez une définition de ce que sont les violences faites aux enfants aujourd'hui? Est-ce qu'on les a définies? Est-ce que tout est clair? Ou non, justement, en toute logique, j'imagine que ça évolue tout le temps. Ce qu'on considère comme des violences aujourd'hui, ce n'était pas le cas avant. Oui, alors déjà, la première des choses à dire, c'est que les maltraitances envers les enfants, c'est de la très, 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 très vieille histoire. Depuis qu'il existe des enfants, il y a des maltraitances envers les enfants. Alors, quand je parle de maltraitance, c'est vraiment les formes intrafamiliales. Hein. Je parle pas vraiment des violences envers les enfants qui peuvent être extrafamiliales, qu'il faut prendre en charge aussi, bien sûr. Là, je parle vraiment des maltraitances. Et donc, il y a eu des évolutions très, très fortes et c'est pas nouveau qu'il y ait des gens qui s'en occupent. Et notamment, ce n'est pas nouveau que ce soit les médecins qui s'en occupent. Donc, il y avait déjà eu des grands courants autour de la définition des maltraitances envers les enfants au milieu du 19e siècle, hein, notamment par un pédiatre légiste, hein, c'est comme ça aussi qu'il se définissait, qui s'appelait Auguste Ambroise Tardieu, qui a décrit des tableaux qui sont extrêmement modernes, hein, qui a décrit des tableaux cliniques qui étaient très importants. Il s'en est suivi peu de temps après via un autre médecin qui s'appelait Théophile Roussel, qui était aussi député, une première loi donc, contre les mauvais traitements envers les enfants. Et la première loi, on a remis en cause la question de l'autorité parentale, et donc qui date de 1889. Et puis après tout ça, c'est un petit peu tombé dans les oubliettes. Il y a eu vraiment... Parce que face à la maltraitance envers les enfants, c'est tellement difficile que le phénomène de déni est jamais très très loin. Et il faut toujours être très vigilant par rapport à ce phénomène de déni qui peut toujours être remis à un moment à l'ouvrage. Et c'est aussi pour ça que régulièrement on nous dit mais les enfants mentent, mais non, on peut pas, ils racontent n'importe quoi. Enfin, on a encore eu des paroles par rapport justement par rapport à la parole de l'enfant qui était de cet ordre-là, qui revient vraiment tout à fait régulièrement. Et comment on combat ça? Et puis c'est à nouveau dans les... Pardon? Comment on combat ça, justement? Comment on fait évoluer les mentalités là-dessus? Qu'est-ce que l'Observatoire fournit pour combattre tout ça? Alors déjà, je pense qu'il y a vraiment les descriptions, enfin, le fait de décrire des réalités et de les décrire d'un point de vue très objectivé et très scientifique, ça c'est très utile. Et puis je pense que la meilleure façon de combattre le déni, je reviens à quelque chose qu'on a déjà dit, c'est vraiment de travailler à plusieurs, de travailler ensemble. Moi, dans ce reportage, il y a un passage qui m'a beaucoup intéressée, parce que moi j'ai beaucoup regardé comment je trouve que c'est admirable le travail des professionnels dans cette unité. Et il y a un moment où il y a la situation extrêmement dure, extrêmement difficile, la dernière situation où on voit bien la personne qui interroge la jeune fille qui revient dans la salle et qui dit mais c'est, vous en pensez quoi? Enfin, et là, enfin voilà, je sais pas si c'est ce qui se passerait, parce que c'est quelqu'un qui a de l'expérience, mais on a l'impression qu'il serait prêt à ne pas vouloir entendre et qu'il faut que les autres soient là en disant mais oui, c'est du lourd, c'est énorme ce qu'elle nous raconte. Oui, donc vous êtes bien d'accord avec moi. Et on sent qu'il a besoin d'avoir la réassurance des autres. Et ça, c'est quelque chose sur les maltraitances envers les enfants. Je pense que la meilleure façon de lutter contre le déni, c'est vraiment le travail. Alors là, on voit du travail interprofessionnel au sein d'une unité, mais les enjeux, c'est aussi de créer du travail interinstitutionnel parce que les enfants, ils vivent dans des milieux de vie habituels, c'est-à-dire à l'école, dans les centres de loisirs, etc., et dans des endroits où ils vont commencer à poser leurs paroles. Et si les professionnels ne sont pas prêts à entendre ça, et s'ils ne sont pas accompagnés par d'autres en disant « Écoutez, moi, je viens d'entendre quelque chose qui m'inquiète, qu'est-ce que vous en pensez ?» et qu'on puisse dire « Oui, vous avez raison, il faut vous préoccuper, etc. » Je pense qu'on peut avoir très facilement des réactions de rejet, de déni, parce que c'est confronter l'être humain
à la souffrance et à l'horreur, et qu'un être humain normalement constitué n'a pas très envie d'entendre parler de tout ça en réalité. Et puis un autre élément, et je vais terminer là-dessus, qui est aussi extrêmement important, c'est qu'on sait quand même que la fréquence des maltraitances envers les enfants, elle est importante, elle est élevée. Et donc quand on est auprès d'adultes, on peut très bien avoir des adultes qui ont eux-mêmes été victimes pendant leur enfance de quelque chose de grave, qui n'ont jamais pu en parler. Et quand ils se trouvent en tant qu'enfants, je pense aux enseignants, je pense aux médecins, je pense aux psychologues, et qui tout d'un coup se trouvent aux éducateurs, se trouvent devant des enfants qui tout d'un coup vont leur raconter quelque chose, qui réactive quelque chose de leur propre histoire à eux, et parfois du coup ils ne sont pas en capacité psychique personnelle pour pouvoir réagir face à l'enfant. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, parce que la fréquence de ces maltraitances, elle est quand même assez élevée, il ne faut pas l'oublier. Alors quand vous dites la fréquence de cette maltraitance, vous dites que le nombre de cas de maltraitance augmente, c'est ça que vous sous-entendez? En tout cas, c'est l'impression qu'on a quand on se penche sur quelques chiffres. Alors je sais que vous n'êtes pas tout à fait d'accord pour parler de données et de chiffres, parce que forcément c'est compliqué, mais est-ce que vous, vu depuis votre observatoire, vous avez l'impression que les violences, elles sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus nombreuses? Écoutez, je vais vous faire une réponse un peu où je vais un peu botter en touche, mais je pense qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que ce qui se passe, on ne sait pas si ça augmente. Moi, après les descriptions des processus des maltraitances intrafamiliales qui s'inscrivent, là je parle bien des maltraitances intrafamiliales qui souvent s'inscrivent sur des dysfonctionnements familiaux graves, donc en fait sur des processus qui sont souvent peuvent se transmettre dans des fonctionnements familiaux qui sont compliqués. Ce qui se passe, c'est que je pense c'est le repérage qui s'améliore. Et par contre, on peut vraiment dire que le repérage s'améliore, qu'on est beaucoup plus socialement. Il y a eu des évolutions très importantes que vous avez déjà évoquées, ne serait-ce que sur le statut de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant on part de l'enfant de l'infance qui parlait pas, qui était sous la puissance paternelle absolue, et on arrive en 1990 à la ratification par la France de la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc le statut de l'enfant a changé, l'autorité parentale a beaucoup changé aussi, cette puissance paternelle a disparu, et on est arrivé donc à des réformes de l'autorité parentale qui reconnaît bien sûr l'autorité parentale pour le père et pour la mère, donc avec toutes ces notions très modernes de parentalité. Et puis maintenant d'ailleurs il y a des évolutions qui font que de plus en plus on va vers parler de responsabilité parentale et non plus d'autorité parentale, pour vous dire comme tout ça bouge et comme tout ça change. D'accord. Donc, c'est probablement l'acceptation sociale qui change beaucoup, mais du coup, c'est extrêmement difficile d'avoir une idée sur est-ce que les formes de violence augmentent. Après, je mettrai une petite nuance sur la période bien particulière qu'on vit, c'est-à-dire on est dans une période de crise très importante depuis un peu plus d'1 an maintenant, dont on sait que les conséquences de la crise sanitaire vont avoir des conséquences en termes de crise économique et de crise sociale très importantes, et les crises ont tendance à se surrajouter à des crises, et à créer des facteurs de dangerosité, et il faut avoir une vigilance très forte justement probablement dans les mois à venir et peut-être que ces situations peuvent augmenter en termes de fréquence et de gravité. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, finalement, ensemble. C'est ce que vous ressentez, vous, docteur Leguet? Oui, c'est l'accumulation des confinements. Mais ce sont les mêmes enfants qui reviennent. Ce n'est pas forcément des nouveaux cas, si? Alors, si, c'est pas forcément qu'on les a vus à chaque confinement non plus. D'accord. C'est des enfants, ils sont venus des années avant et ils reviennent. Là, non, c'est l'accumulation des confinements. Enfin, c'est ce que s'explique. C'est ce qu'expliquait Annie-Jeanne Ducrot, oui. C'est que c'est des situations de crise. Enfin, le confinement, il y a eu beaucoup de ruptures professionnelles. On sait que c'est des périodes à risque de maltraitance. Les gens, ils se sont retrouvés chez eux avec déjà des problématiques qui pouvaient être présentes avant et puis qui sont exacerbées par l'isolement. On sait que le confinement a pu voir augmenter les addictions. On sait que les addictions sont des facteurs de risque de violence sur les enfants. Qui maltraite les enfants? Tout le monde. En tout cas... malheureusement, tout le monde. Ouais. Non, mais il n'y a pas de catégorie socio-professionnelle. Non, la maltraitance, elle existe dans tous les milieux
professionnels, sociaux. Voilà, on sait qu'il y a peut-être des situations un peu plus fragiles, mais il y a de la fragilité dans tous les milieux, en fait, y compris les milieux dits favorisés. Ouais. Et assez surprenant, vous constatez ça également Absolument. Ouais. Absolument, ce n'est pas du tout le critère. Après, c'est vrai que lorsqu'on cumule toutes les pauvretés, on a plus de risques parce qu'on a moins de repères dans la relation à l'autre, à l'enfant. Voilà, et il y a de la répétition d'histoires. Si soi-même on a été maltraité en tant que parent de ce jeune enfant, si on n'a pas été accompagné correctement par un travail ou autre, on a des risques de répéter les mêmes conduites. Voilà. Il y a plein de cas, plein de facteurs, effectivement. Et donc, effectivement, on disait qu'on détecte mieux. Est-ce que on prévient mieux aussi? Grande question, parce que si aujourd'hui tous ces enfants s'expriment, c'est peut-être qu'ils ont conscience aussi qu'ils ont le droit de s'exprimer, donc on leur a dit. Peut-être aussi qu'il y a des gens qui les ont repérés et qui leur ont dit « tu as le droit de parler ». C'est votre sentiment? On essaye de se faire connaître et de faire passer le message qu'ils ont le droit de parler, qu'il y a des professionnels qui sont là pour les écouter. Alors c'est vrai que pendant le premier confinement, pendant les confinements où il n'y a pas eu d'école, ça a été aussi des enfants qui se sont retrouvés isolés et qui n'avaient pas leurs professeurs, leurs instituteurs, leurs éducateurs. C'est là où on a peut-être, pas moins détecté, mais on n'avait pas accès aux enfants, donc ça a été... Ce sont eux les verrous, on va dire ça, ce sont eux les vigies, en fait, de la maltraitance, les profs, les maîtresses, les instits à l'école, les éducateurs, qui alertent? Eh bien, tout le monde, hein. Ça peut être un voisin. Ouais. Ça peut être aussi des abus, des fausses alertes. Donc là, c'est toute la question de l'enquête, parce qu'on veut dénoncer, ou même parfois, on a eu toute une période, un peu moins maintenant, où dans les divorces difficiles, le conjoint accusait l'autre conjoint, notamment les mères, accusait les pères d'avoir attouché les petites filles ou les petits garçons. Bref, on a eu aussi un passage de ce type-là dans la société. C'est assez étonnant. Bon, voilà. Mais tout le monde peut alerter parce qu'aujourd'hui, tout le monde est assez informé. Mais est-ce qu'on est bon pour détecter? Je crois que Martine Brousse, elle n'est pas trop de cet avis-là. Bon pour détecter. Est-ce qu'on est bon pour détecter? Ah non, moi je suis d'accord avec elle. C'est-à-dire que moi je reçois des enfants qui viennent brisés par des auditions avec certains officiers de police. Ils me racontent l'audition alors que je ne demande rien et je suis obligée de réparer cette parole entendue derrière. C'est-à-dire que je la reprends en lui disant « mais sans doute qu'il a voulu, tu vois, te demander ça, il était inquiet, Je dois reprendre. Et ce n'est pas rare, notamment sur des adolescentes. D'accord. Où c'est assez fréquent, où des tout petits, des plus petits, ils ont une capacité à parler, à vous dire... Vous voyez, par exemple, si on revient sur le reportage, ce qui est intéressant, là où on sent bien que l'enfant ne ment pas, quand il est interrogé, il parle, il vous sort une tirade de phrases, mais vraiment presque préconstruite, ça sort comme ça, et puis il y a le corps qui parle. Vous avez l'angoisse qui passe dans le corps, avec les pieds qui bougent dans tous les sens. Le corps n'est plus tenu, vous voyez. Et là, on sait. À l'inverse, il peut y avoir des jeunes filles qui ont porté de fausses accusations, alors sans affect, sans émotion, sans rien. Alors dans ce cas-là, on laisse descendre. On attend pas trop longtemps parce qu'on a des limites, voilà. Mais très vite... très vite, vous savez. Pardon ? Très vite, vous savez. Oui, et vous puis, comprenez. Voilà, quelqu'un qui évoque des violences telles et qui vous le raconte comme, je ne sais pas, je suis sortie, je suis allée dans un magasin, c'est quasiment impossible. Après, bien sûr, il y a le clivage. On peut tout à fait, pour se protéger, se couper de la représentation de l'acte qu'on vient de vivre et de la souffrance que ça nous fait. Et là, c'est mon job d'aller chercher là-dedans, d'aller voir. Et justement, d'ouvrir là, dans ce cas-là, de dire, bon alors. Et là, du coup, là, j'y vais, quoi. Mais bon, souvent, c'est l'UAJV passé. Enfin, c'est intéressant. C'est un travail, même si nous sommes à distance. Voilà. Oui, j'imagine que c'est un travail de collaboration, même si nous ne nous parlons pas en direct. Parce que ça pose l'enfant dans quelque chose qui le protège déjà, quand il y a eu une action. Martine Brousse, j'imagine que vous voulez réagir. Je vous ai un petit peu provoqué tout à l'heure en disant que vous considérez qu'on n'est pas très bon en prévention, en détection. Est-ce que vous confirmez ou pas ?
Tout à fait, tout à fait. Et nous le voyons, nous l'avons vu, et je m'en entretenais encore avec notre secrétaire d'État, Adrien Taquet, dans la dernière loi qui a été adoptée et votée sur les violences sexuelles. Il n'y a pas une ligne sur la prévention. Donc, qui dit pas de prévention, pas de détection. Il faut véritablement maintenant que la prévention soit une priorité. La Voix de l'enfant demande que dès la maternelle, tous les ans, dès la maternelle, il y ait chaque année 1 heure d'information dans chaque classe, ce qui fait que l'enfant qui va, en maternelle, c'est petit, mais dès le primaire, entendre chaque année que son corps, c'est son corps, qu'on doit le respecter, qu'on lui dise, selon les âges, bien entendu, vers qui il peut se tourner et autres. Au bout d'1 an, 2 ans, s'il se passe quelque chose sur lui ou à la maison, parce que parfois, ça peut être un garçon et puis, en fait, on ne touche qu'aux filles. Donc, il faut libérer cette parole. Il faut qu'il y ait des personnes référentes dans des établissements scolaires qui soient formées à ce recueil, uniquement à ce recueil. Pas d'interrogatoire, pas d'audition, uniquement au recueil, pour qu'après, lorsque l'enfant va arriver dans l'unité d'accueil, eh bien, les enquêteurs recueillent cette parole sans qu'elle ait été polluée, sans que la mémoire ait été polluée, avec des enquêteurs, bien entendu, formés. Il est important, parce que même ces jeunes dont parle Mme Valentino, qui parfois ont cette distance, cette froideur. On l'a vu, nous, dernièrement, dans une affaire, nous sommes partie civile, mais cette jeune fille, c'était impossible pour elle de révéler ce qu'elle avait vécu. Et donc, sa seule façon, c'était baisser le rideau et voilà, faire comme si de rien n'était, défier le monde, voilà. Et en fait, ça a été un travail, justement, avec une psychologue, qui a permis de l'amener, et ensuite, à l'unité d'accueil, de recueillir sa parole. Rappelons toujours que l'enfant, l'adolescent, il dit sa souffrance, et que ce sont les professionnels formés en pédiatrie, formés en pédopsychiatrie, des psychologues, qui peuvent comprendre la souffrance et aider cet enfant ou cet adolescent à déposer et après être pris en charge. Et que quoi qu'il arrive, moi ce que je voudrais aussi dire à vos téléspectateurs ce soir, c'est que quoi qu'il arrive, même si à un moment, un enfant, un adolescent a dit des faits qui n'étaient pas réels, de toute façon, il est en souffrance. Et il faut le prendre en charge. Parce que s'il en arrive là, c'est qu'il souffre. Et cette souffrance, seule la pédiatrie, la pédopsychiatrie, les psychologues pourront y apporter une réponse. Mais on a pourtant plein d'outils, on a pourtant plein de structures qui existent. Alors bon, évidemment, certainement pas assez, mais les départements sont en charge de ça. Vous êtes bien placé pour le savoir. Il y a votre structure d'accueil qui existe. Il y a ces cellules de recueil des informations préoccupantes, il y a ces assistantes sociales qui parcourent et qui vont sur le terrain pour rencontrer ces familles. Donc, on a ce qu'il faut comme outil ou ça pêche encore? Ça pêchera toujours. Enfin, il faut développer. Ça, c'est tous les âges. Donc, il faut, dès la maternité, il faut faire de la prévention dès la maternité, sur notamment le syndrome du bébé secoué. C'est quelque chose, il faut expliquer aux parents qu'un bébé, ça pleure, que c'est difficile, qu'il y aura des moments difficiles. Et ça doit commencer dès là. Et ça doit aller jusqu'au lycée, jusqu'à l'âge... Jusqu'à ce qu'on soit majeur. Oui, vous êtes d'accord, Martine? Si je peux me permettre, comme dit le docteur Leguet, dès la maternité. Mais moi, à la Voix de l'enfant, on est outré que dans les réformes en cours ou les réformes à venir, il n'est pas prévu de prolonger le temps à la maternité. Au bout de 3 jours... On dit à la maman, ça y est, vous êtes bien, vous êtes prêts. Comment vous voulez faire de la prévention? Comment vous voulez prévoir? Comment on peut se rendre compte de ce qui se passe? Et dans quel contexte va rentrer cette maman et cet enfant? C'est pas en 3 jours, nous disent, nous, les sages-femmes avec lesquelles nous travaillons, on nous dit, bon, le compagnon ou le père, il vient pas parce qu'il travaille. En 3 jours, on peut comprendre, il n'est pas là. Mais au bout de 5-6 jours, on peut se poser des questions. Pourquoi il n'est jamais venu voir son enfant? Et là, on peut justement alerter une maman qui, en 3 jours, on a du mal à réaliser s'il y a attachement ou pas de l'enfant, de la mère avec son bébé. Il y a des signes, mais c'est difficile. Au bout de 4-5 jours, vous vous en apercevez. Et aujourd'hui, on n'a pas ce temps-là. Et si véritablement on veut faire de la prévention, que ce soit sur les bébés secoués, il faut le temps. À la maman et au papa, quand
quand ils sont là, on leur demande en 3 jours d'apprendre des choses, quand c'est le premier, mais c'est impossible. Hein. Et donc, il faut absolument, si on veut faire de la prévention, hein, il y a ce rendez-vous du 4e mois, il doit être obligatoire, il doit être réel, il doit être avec les deux. Quand la maman dit qu'il y a bien un compagnon ou un père, en tous les cas un père, hein, il faut que les deux soient là. S'il n'est pas là, il faut comprendre pourquoi, il faut accompagner. Hein, il faut accompagner les mamans qui sont dans la précarité. La Voix de l'enfant a mis en place ce qu'on appelle un kit premier âge, qu'on remet à des mamans dans la précarité à la sortie de la maternité, où il y a tout dans un sac, aux poches kangourou pour mettre le bébé contre soi. Hein, pas de lait par contre, parce qu'on essaie d'aller aussi vers l'allaitement. Hein, mais voilà, mais tout ça... il faut qu'on ait repéré aussi la précarité. Il faut qu'on ait repéré les difficultés d'une maman psychologique ou affective. Et ça, on ne l'a pas parce qu'il n'y a pas de temps. Et puis moi, je vais aller plus loin aussi. Vous avez parlé tout à l'heure du fait qu'il y a de plus en plus d'enfants à prendre en charge dans les unités. Mais il n'y a pas assez de personnel. Hein, et il n'y a pas assez de personnel. Et donc, pas assez de personnel qualifié. Parce qu'il faut quand même faire face. Et là, on est en train. Il faut que l'enfant soit au cœur des priorités et de la priorité politique d'aujourd'hui et de celle de demain. Merci beaucoup. Je sais que vous œuvrez beaucoup pour ça à la Voix de l'enfant et que chacun dans votre domaine, vous faites tout ce que vous pouvez justement pour ces enfants. Je voulais quand même qu'on précise qu'il y a le 119. C'est un numéro que vous avez forcément déjà entendu. En tout cas, c'est un numéro d'urgence dédié spécifiquement aux enfants. Si vous êtes victime, si vous êtes témoin, si vous avez besoin d'aide ou d'écoute, eh bien, il faut faire le 119. La plateforme, elle est ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et il y a une nouveauté d'ailleurs. Désormais, si vous ne voulez pas prendre votre téléphone, sachez qu'il existe un chat en ligne bien pratique pour les jeunes, très certainement. Et puis, il y a aussi un dispositif spécial, langage des signes. Donc, allez sur allo119.gouv.fr. Il y a toutes les infos. S'il y a une situation à détecter autour de chez vous, à dénoncer, n'hésitez pas à prendre contact avec ces spécialistes. Je vous remercie toutes infiniment d'avoir été avec nous. Je vais renvoyer sur vos sites internet respectifs. lavoixdelenfant.org, bien sûr, si vous voulez les soutenir et les suivre. onpe.gouv.fr, ça c'est pour l'Observatoire national de la protection de l'enfance. Loiret.fr, c'est pour les services d'aide à l'enfance, pas loin de chez vous. Et le CHRO, Centre hospitalier régional d'Orléans, bien sûr, chr-orléans.fr. Bien sûr, cette émission est à revoir en ligne dès que vous le souhaitez. À très bientôt et merci de votre fidélité.